Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Voici les principaux titres. Au sommet de cette édition, affaire Softcare, le mouvement frappe par la voix du député Guy Marius Sagna exige que toute la lumière soit faite sur ce dossier qu'il juge insuffisamment pris en charge par les autorités étatiques. Et puis, discours du Nouvel An, le président Bassirou Diomaye Faye annonce des investissements massifs dans le domaine de la santé et de l'éducation, des mesures globalement saluées par les Sénégalais. Actualité sportive CAN 2025, le Sénégal affronte le Soudan en 8e de finale, un match à prendre très au sérieux selon le coach Salam Lam, d'autant plus que les Lions devront composer sans leur capitaine Kalidou Koulibaly. Rétrospective politique 2025, une année de recomposition et de réforme sous haute effervescence au Sénégal entre réajustement institutionnel et nouvelle dynamique partisane. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Je vous l'annonce en titre, le mouvement Frappe, représenté par Guy Marius Sagna, a tenu une conférence de presse ce vendredi concernant l'affaire Softcare. Pour les organisateurs de la conférence, les autorités étatiques n'ont pas accordé une grande importance à ce sujet, or que les faits semblent avérés plus qu'il y a des témoignages. Écoutons le Mordia, membre du collectif, pour plus de détails. Son entrée ou bien sa mise sur le marché. Et au Sénégal, on a la chance d'avoir des inspecteurs qui sont assermentés de un, c'est-à-dire les docteurs Moussa Diallo dont vous entendez parler, docteur Moussa Mbaye et docteur Ahmadou Bamba Sow. Ce sont des pharmaciens de un qui sont experts dans le domaine. Deuxièmement, ils sont assermentés. Et troisièmement, c'est ça leur travail. C'est-à-dire ce sont des chefs de service qui sont soit dans la vigilance des médicaments, ou bien dans les inspections, ou bien dans les essais cliniques. C'est ça leur travail au quotidien. Et deux d'entre eux sont reconnus par l'OMS comme étant des points focaux, notamment Dr Moussa Diallo et Dr Bamba Sow. Ce sont des points focaux de l'OMS pour la reconnaissance des produits sur le plan essai clinique et pour la distribution des médicaments au sein du Sénégal. Il n'y a jamais été question de remettre en question leur audit ou bien leur rapport qu'ils faisaient sur des produits. Même entre nous, on s'attaquine entre spécialistes de la santé. C'est la première fois que Dr Moussa Diallo fasse une inspection et que les gens le critiquent. Tellement que les gens le connaissent comme étant une personne de droiture, de transparence et de rigueur. Et puis, dans son discours de Nouvel An, le président Diomaye Faye annonce des investissements massifs dans des secteurs clés tels que la santé et l'éducation, des mesures appréciées par les Sénégalais. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. Lors de son discours de Nouvel An du 31 décembre, le président de la République a pris des engagements importants pour l'année 2026. En effet, il compte injecter 91 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé et 29 milliards dans celui de l'éducation. Ainsi, cette décision est largement appréciée par la population qui espère que ces mesures se concrétisent. La santé et l'éducation, je pense que c'est les piliers pour le développement. Donc, tout investissement fait sur ces domaines, je pense que c'est la bienvenue. L'État doit tout faire pour investir sur ces domaines pour que nous aspirons au développement. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi parce que quand tu investis quelque part, s'il n'y a pas de suivi, je pense que parfois l'argent peut échapper et aller ailleurs. C'est difficile ici au Sénégal parfois de trouver un emploi, mais je pense que si l'État a décidé d'investir sur ces secteurs-là, c'est une très bonne chose. Cet investissement pourrait renforcer les infrastructures sanitaires et améliorer les conditions d'apprentissage, surtout dans le milieu rural, selon certains Sénégalais. Je pense que l'État doit surtout penser aux zones rurales. Là-bas, c'est beaucoup plus compliqué pour l'éducation. Vous voyez des classes où il y a 3 personnes dans une table banc. Là-bas, c'est un peu compliqué. L'État doit penser à ces gens-là et investir plus dans ces zones rurales où il y a
beaucoup d'enfants qui veulent étudier et qui étudient dans des conditions très très difficiles. Donc l'État doit beaucoup plus investir dans ces zones. Pour cet homme à la quarantaine révolue, l'argent qui sera injecté dans le secteur de la santé et celui de l'éducation nécessitera un contrôle pour plus de transparence. C'est bien, mais ces investissements doivent passer par des mains propres. Les personnes qui doivent piloter ces projets-là doivent présenter périodiquement des rapports et que l'argent aille là où il doit aller. Les investisseurs aussi doivent tout faire pour qu'il y ait la transparence. La 3e édition de la Journée de la Renaissance africaine s'est tenue ce jeudi à la Maison de la Culture d'Outa Sec sous le signe de l'unité et de l'engagement citoyen porté par l'association Bolo Barkel Sénégal. Cette rencontre a réuni des acteurs communautaires, des femmes en GIE, des jeunes et des partenaires autour d'un objectif commun, promouvoir des solutions locales. Écoutons Khady Kamara, membre de Bolo Barkel Natal Sénégal. Alors, l'objectif recherché à travers cette journée dédiée à la Renaissance africaine, c'est parce qu'on a compris très tôt qu'il faut s'unir, qu'il faut unir nos forces, il faut unir nos énergies, il faut unir notre vision, une vision commune pour le développement durable de l'Afrique. Et Joseph Kizerbo l'avait rappelé en 1948, Cheikh Anta Diop aussi, Abdoulaye Wade à travers son monument de la Renaissance africaine. Donc pour le rayonnement de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, pour l'épanouissement des Africains, il nous faut impérativement cette Renaissance, raison pour laquelle chaque année, on profite de ce 1er janvier pour rappeler justement l'importance et l'urgence d'une Renaissance africaine. L'objectif de notre association, c'est de promouvoir l'autonomisation économique des jeunes et des femmes à travers divers secteurs d'activité. Le programme natal pour l'autosuffisance alimentaire. Et quand on parle d'autosuffisance alimentaire, justement, on pense à l'agriculture, on pense à la pêche en général. Et en ce qui concerne l'agriculture, la transformation, la conservation, c'est d'une importance capitale pour nous. Et nous avons également un autre programme qui s'appelle Amdiom, c'est-à-dire un programme qui promeut l'emploi des jeunes. Justement, nous avons la chance d'avoir au Sénégal une population très jeune. Donc, il faudra compter sur cette jeunesse-là, justement, pour développer le Sénégal, mais aussi l'Afrique. Parlons sport. Le Sénégal affrontera le Soudan en 8e de finale ce samedi 3 janvier au Grand Stade de Tanger au Maroc. Une rencontre que le Sénégal devra aborder avec sérieux et concentration. D'après le coach Salam Lam, il exige que cela pourrait être un match de piège. Et puis, lors de la conférence de presse d'avant-match pour les 8e de finale, Pape Thiaw, en compagnie de Crépin Diatta, dit préparer ce match avec beaucoup de sérieux et de respect pour cette équipe qui, selon lui, sait mettre en difficulté ses adversaires. Écoutons le coach Pape Thiaw. Comment on compte aborder ce match avec beaucoup de sérieux et de respect pour cette équipe bien organisée et qui sait mettre en difficulté ses adversaires. Donc nous préparons, on s'est bien préparé, surtout sur les phases défensives et être très efficace dans les moments clés. On sait qu'il y a une autre compétition qui démarre et c'est des matchs difficiles et on a besoin du mental. On a besoin aussi d'être vraiment efficace s'il y a les opportunités qui se présentent. Il y a une autre compétition qui commence et tout ça, c'est des statistiques. Donc nous, on ne va pas se baser sur ça. On sait qu'on aura en face une équipe très disciplinée, bien organisée, voilà, qu'on connaît, qu'on a déjà joué et qui a montré vraiment des bonnes choses, surtout durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a gardé la première place pendant longtemps. Et voilà, et on ne va pas du tout prendre ce match à la légère, surtout que vous le dites, notre capitaine n'est pas là. Après maintenant, c'est le collectif. On sait qu'il est derrière, il ne sera pas sur le terrain, mais il sera toujours avec nous.
surtout vu que l'état d'esprit qu'il y a ce groupe et aussi l'homme qu'il est. Je pense que voilà, on jouera aussi pour que lui, il aura aussi l'opportunité d'être là dans les prochains tours. Poursuivons pour la page sport une rencontre que le Sénégal devra aborder avec sérieux et concentration. D'après le coach Salam Lam, il ajoute que ça pourrait être un match piège. Si le Sénégal se voyait trop beau, il est joint au téléphone par Mansour Diassé. Devrait normalement gérer son statut de favori pour ce match-là, raison pour laquelle nous devons l'aborder avec sérieux, concentration, avec un esprit gagneur, quoi. Il faut jamais sous-estimer un adversaire. Aujourd'hui, ça pourrait être un match piège si le Sénégal, en tout cas, se voyait déjà trop beau devant le Soudan. De toute manière, c'est deux équipes qui se connaissent. Non, c'est un bon atout pour toutes les deux équipes. Maintenant, il appartiendra au staff technique et aux joueurs de faire la différence, compte tenu, en tout cas, du vécu qu'ils ont eu à gérer entre les préliminaires de la Coupe du Monde en aller et retour, où c'était 0-0 pour le match aller au Soudan, 2-0 pour le Sénégal au Sénégal. Donc ce ne sera pas un match très facile, d'autant plus que c'est un match couperé où l'une des équipes va tomber et il faut surtout éviter d'aller au penalty ou de leur donner un avantage qui va compliquer le match. Il faut marquer les premiers et contrôler l'adversaire. Il faudra se battre pour montrer notre suprématie parce que les deux équipes quand même, il n'y a pas photo sur le ranking CAF. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, les deux premières compositions ont montré que c'était proche de l'équipe type du Sénégal. À deux éléments près, je le disais tout le temps. Cette équipe, en tout cas, avait un jeu huilé, un jeu vraiment très réfléchi, mais on manquait d'efficacité. Sur le deuxième match où on a fait un turnover, nous avons vu effectivement que l'équipe bégayait dans son jeu, mais l'équipe a été très efficace. Donc, il appartient aujourd'hui à Pape Thiaw de nous concocter une équipe en tout cas efficace et une équipe également qui va convaincre sur le jeu. Expulsé pour sa 100e sélection, Kalidou Koulibaly sera privé au moins du 8e de finale, une absence qui rappelle son poids dans l'équilibre de l'équipe. Du moins, les chiffres en disent long. Plus de détails avec Aïssa Touba. Ali n'oubliera pas sa 100e sélection. Le capitaine des Lions a vécu une soirée contrastée contre le Bénin, autoritaire dans ses interventions, rassurant dans le classement. Le défenseur central a tenu la baraque pendant 70 minutes avant de voir son match s'achever brutalement. Sa semelle sur Tossin, sanctionnée après recours à la VAR, lui vaut une expulsion lourde de conséquences. Une première pour Kalidou Koulibaly depuis sa première sélection avec le Sénégal en 2015 contre la Namibie pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Une prématurée qui le privera au moins de 8e de finale contre le Soudan et qui rappelle son poids dans l'équilibre sénégalais. Oui, c'est sûr qu'on perd le capitaine, donc c'est quelqu'un qui est important dans ce groupe, surtout son état d'esprit aussi, c'est un exemple sur le terrain. Maintenant, il faut faire avec, on sait, il s'est sacrifié pour l'équipe, il va continuer à se sacrifier parce que quand je rentre dans les vestiaires, je le trouve dans les vestiaires, je lui dis dommage, le seul point noir qu'on a, c'est un carton rouge. Il me dit non coach, le plus important c'était la gagne, on l'a fait et vraiment c'est un homme et un homme avec un grand H, voilà qui veut tout dire. Avec Kalidou Koulibaly, le Sénégal a enregistré 70% des victoires en phase finale de CAN, 14 succès avec 20 matchs contre seulement 25% sans lui, un chiffre qui en dit long. Et puis, à peine la phase de poule achevée que la Coupe des Nations 2025 reprend de plus belle avec l'entrée en lice des 8e de finale. Parmi les affiches les plus attendues figure le duel entre le Sénégal et le Soudan. Une confrontation aux allures de test grandeur nature. Les supporters sénégalais restent optimistes. Le seul bémol, la supposée brouille entre la fédération et le sélectionneur. Reportage d'Ela Ndiaye Vieux Ndiaye.
battu le Bénin 3-0, l'équipe nationale du Sénégal doit affronter le Soudan lors de son prochain match en 8e de finale. Un match soulevant moins de pression chez les supporters qui estiment que le Soudan est prenable vu le statut des Lions. J'espère qu'ils vont gagner et j'ai foi en eux. Je pense qu'ils peuvent battre même une équipe qui n'est pas le Soudan. Il faut qu'ils soient beaucoup plus efficaces et qu'ils soient solidaires. Je pense qu'ils peuvent battre le Soudan et gagner la coupe, même s'ils ne peuvent pas gagner la coupe, qu'ils arrivent en finale et ça sera bon. Certains supporters prônent pourtant la prudence. Ils estiment que les Lions doivent respecter leur adversaire pour venir à bout de cette confrontation. Je ne le crois pas que l'équipe parce que le football le Soudan n'est pas une petite équipe. Je pense que maintenant il y a plus de petites équipes dans le football. Et dans cette compétition sur la CAN, il y a beaucoup de surprises. Donc c'est à eux de se concentrer et ils peuvent battre le Soudan. Je pense que s'ils continuent bien le travail, faire le job, ils peuvent s'en sortir facilement. Mais il y a plus de petites équipes. Ça demande une concentration et un travail et ils vont gagner, Inch'Allah. Seul bémol susceptible de nuire à la dynamique positive des Lions en pleine compétition, la supposée bruit entre la fédération et le sélectionneur. Même si des deux côtés ont rejeté catégoriquement les allégations, les qualifiant de dénués de tout fondement. Parfois même je suis surpris de certaines choses, hein. Donc surtout quand c'est infondé. Donc voilà, moi aujourd'hui je ne suis pas dans ces détails. Je suis focus sur la CAN et je pense que la plus importante c'est la CAN et aussi les objectifs. Et voilà, nous on avance et des choses qui sortent comme ça, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, bon, je ne veux même pas en commenter. Parlons politique. L'année 2025 aura été marquée par une intense activité politique entre réformes institutionnelles majeures, recomposition des forces partisanes, tension au sein de la mouvance présidentielle et montée en puissance d'une opposition réunifiée sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Et avec Ousmane Sonko à la primature, le pays s'est engagé dans une dynamique de consolidation démocratique non sans zone d'ombre. Abdoulaye Dièye nous replonge dans cette rétrospective politique de 2025. Sénégal 2025 entre réformes ambitieuses et recomposition politique sous tension. L'année 2025 s'impose comme l'une des plus denses de la vie politique sénégalaise récente, marquée par une volonté affichée de rupture. Elle a vu se succéder réformes institutionnelles, recomposition partisane et crispation au sommet de l'État. Sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye avec Ousmane Sonko à la tête du gouvernement, le pays s'est engagé dans un processus de transformation politique qui, s'il est ambitieux, n'a pas été exempt de turbulences. Dès les premiers mois, l'exécutif a déroulé un agenda politique structurant, le dialogue national sur le système politique organisé de la fin mai à début juin a constitué l'un des temps forts de l'année, réunissant acteurs politiques, société civile, syndicats et autorités religieuses. Il a permis de remettre sur la table les grandes questions liées à la gouvernance démocratique. Le rapport final remis au chef de l'État en juillet reste toutefois attendu pour sa traduction concrète. Sur le plan institutionnel, l'adoption du Master Plan Sénégal 2050-2025-35 a donné une orientation stratégique à l'action publique. À cela se sont ajoutées des réformes législatives majeures, notamment le renforcement de l'OFNAC, l'obligation de déclaration de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et la loi sur l'accès à l'information. Autant de textes salués comme des avancées significatives en matière de transparence et de gouvernance. Mais l'année 2025 n'a pas été qu'une séquence de réformes, elle a aussi été celle d'une recomposition politique profonde. Un remaniement ministériel est intervenu le 6 septembre 2025. Après 17 mois de gouvernance, plusieurs ministres ont quitté le gouvernement, dont Abass Fall, qui devient le nouveau magistrat de la ville de Dakar en remplacement de Barthélémy Diaz, révoqué suite à sa condamnation dans l'affaire Ndiaga Diouf. Ousmane Diagne, Jean-Baptiste Tine et Muntaka Diaw ont été remplacés notamment par Yassine Fall, Maître Bamba Sissi et Amadou Ba,
désormais en charge du tourisme, de la culture et de l'artisanat. Face au nouveau pouvoir, l'opposition a choisi de s'organiser davantage avec la création en février du Fonds pour la défense de la démocratie et de la République FDR. Cette coalition, rassemblant des partis politiques et des organisations citoyennes, a rapidement donné de la voix à travers une marche pacifique dénonçant la cherté de la vie et certaines mesures fiscales jugées impopulaires au sein même de la mouvance présidentielle. Des lignes de fracture sont apparues. Le point culminant de ces tensions est survenu le 8 novembre lors du méga-meeting de Pastef au stade Léopold Sédar Senghor. Ousmane Sonko y a tenu un discours offensif critiquant ouvertement certains alliés et contestant une décision présidentielle relative à la coordination de la coalition Diomaye Président. Cette divergence a mis en lumière une cohabitation politique délicate entre le président de la République et son premier ministre. Dans le même temps, les partis traditionnels ont tenté de se repositionner. L'APR a engagé une phase de restriction tandis que Taxawu Sénégal a connu une implosion spectaculaire avec la rupture entre Khalifa Sall et Barthélémy Diaz. Ces recompositions traduisent un paysage politique en mutation, encore en quête de nouveaux équilibres. L'Assemblée nationale a également été un théâtre central de ces affrontements. Les passages du Premier ministre devant les députés, souvent marqués par l'absence de l'opposition, ont donné lieu à des échanges tendus, notamment sur la liberté d'expression et les accusations de règlement de comptes politiques. En fin d'année, les annonces relatives à la stratégie judiciaire internationale et aux dossiers sensibles d'extradition ont ajouté une couche supplémentaire d'incertitude. À l'heure du bilan, 2025 apparaît ainsi comme une année charnière porteuse d'espoir, de réformes profondes, mais traversée par des tensions politiques qui interrogent la stabilité et la cohésion de l'action gouvernementale. Et puis, actualité hors de nos frontières, en ce début d'année 2026, la Somalie prend la présidence tournante du Conseil des Nations Unies. Comme le veut la tradition, une partie des sièges non permanents de cette instance onusienne change de titulaire pour l'année. Parmi eux, la République démocratique du Congo qui fait son grand retour après plus de 30 ans après sa dernière participation, alors que le pays est confronté à une crise sécuritaire dans l'Est. Élu en juin 2025 comme membre non permanent pour la période de 2026 à 2027, elle avait recueilli à l'époque 183 voix sur 187 à New York. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global TV.